Au bord d'une des grandes routes qui conduisent à Paris, flottent les drapeaux de 14 nations. 14 nations qui se sont unies dans un seul but, sauvegarder la paix de l'Europe. Ici, à Marly-le-Roi, dans un domaine offert par le peuple français, s'élève le quartier général des forces armées pour l'Europe, le CHEP. Il y a seulement un an, c'était encore la campagne. Et 6 années auparavant, les hommes qui travaillaient cette terre pouvaient croire, comme chacun d'entre nous, que la paix était enfin assurée. Les forces alliées venant de l'Ouest fonçaient victorieusement à travers l'Allemagne et rejoignaient les armées russes venues de l'Est. 2 semaines après cette rencontre historique, le Grand Reich nazi était contraint de capituler sans condition. La guerre était terminée pour l'Europe. Dans les plus grandes villes et dans les moindres villages, un ouragan d'allégresse submergeait le monde libre. Bien sûr, il y avait du travail sur la planche. Les hommes qui venaient de remporter cette prodigieuse victoire n'avaient plus qu'une pensée, rentrer chez eux. C'est ainsi que la grande armée occidentale fondit en l'espace d'un matin. Les maçons, qui étaient devenus des artilleurs, redevinrent des maçons. Les mécaniciens, qui étaient devenus des pilotes, retournèrent à leurs établis. Les fermiers, qui un beau matin s'étaient réveillés sur un bateau de guerre, ne rêvaient plus qu'à leur prochaine moisson. Mais les dirigeants soviétiques avaient d'autres préoccupations. La poignée d'hommes qui règne au Kremlin s'était depuis toujours fixé un objectif: répandre le communisme à travers le monde par tous les moyens. Ces hommes tenaient la Russie dans leurs mains, ils projetèrent de régner sur l'Europe, puis sur le monde. Ils savaient qu'une armée ne sert pas seulement à gagner des batailles, mais qu'elle peut aussi servir de moyen d'intimidation. Le long des frontières russes s'échelonnait toute une série de pays que l'armée rouge avait successivement occupés au cours de la guerre. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Ces États ne seraient occupés qu'à titre temporaire. Ainsi en avait-il été convenu lors des conférences de Yalta et de Potsdam entre la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Des gouvernements élus selon les règles des régimes démocratiques devaient entrer en fonction aussitôt que des élections seraient matériellement possibles. Prenons l'exemple de la Pologne. Depuis qu'elle avait été libérée du joug nazi, la Pologne restait occupée par l'armée rouge. Elle était dirigée par un gouvernement provisoire dont la soumission à Moscou n'était un secret pour personne. Le gouvernement choisi par le peuple était toujours en exil. À la conférence de Yalta, Staline avait accepté que le gouvernement polonais de Londres soit autorisé à participer à des élections libres destinées à permettre à la Pologne de choisir son propre destin. Se fiant à la parole donnée, Mikołajik, Premier ministre du gouvernement en exil, revint à Varsovie. Les élections eurent lieu. Les groupes d'opinion opposés au Parti communiste furent autorisés à présenter des candidats. Cette nouvelle calma les inquiétudes d'un peuple traditionnellement épris de liberté et jeta de la poudre aux yeux du monde. La popularité de Mikołajik et de son parti paysan allait croissant, mais les soviets avaient soigneusement gardé le contrôle de la censure de la presse et de la police secrète. 250 candidats du parti paysan furent disqualifiés sous divers prétextes. 135 furent arrêtés. 5 d'entre eux furent purement et simplement liquidés. Craignant pour sa propre vie, Mikołajik reprit le chemin de l'exil. En novembre 1949, le maréchal soviétique Rokossovski était nommé commandant suprême de l'armée polonaise. La Pologne cessait d'exister en tant que nation libre. En Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, la méthode fut la même. Mais à la lumière de l'expérience, la technique devenait plus rapide et plus efficace. La Grande-Bretagne et les États-Unis refusèrent de reconnaître la validité des élections truquées. Ils envoyèrent au Kremlin d'énergiques notes de protestation.
la Russie soviétique ne daigna même pas répondre. Staline savait très bien que ces protestations étaient purement platoniques. En Tchécoslovaquie, le gouvernement chercha à mettre sur pied un compromis. Ce pays possédait une longue tradition de farouche indépendance. Thomas Masaryk, un des plus grands hommes d'État européens, lui avait forgé son unité et lui avait donné un immense prestige. Son fils, Jan Masaryk, qui était à ce moment ministre des Affaires étrangères, était alors d'accord avec le président Benesch pour estimer possible de concilier l'indépendance de son pays avec l'amitié du peuple soviétique. Mais aux yeux des communistes, conciliation et abandon sont synonymes. Un pays qui cherche un compromis est un pays faible et une proie facile. Or, la technique en ce qui concerne les pays faibles était maintenant tout à fait au point. L'affaire fut menée avec une rapidité foudroyante. En l'espace d'une semaine, l'opposition fut réduite à néant. Des comités d'action communistes surgirent comme par miracle et les autorités locales de tendance libérale apprirent ce que signifiait le mot de purge. La radio, la presse et le gouvernement même du pays furent pris en main par les soviets. Invité à se retirer dans sa maison de campagne, le président Benesch devait y mourir de tristesse et de dégoût. Un matin, on trouva Jan Masaryk gisant sous les fenêtres de sa maison. Cette mort reste une des énigmes de l'histoire et sa signification ne fait de doute pour personne. En Tchécoslovaquie, les mots de liberté et de vérité étaient devenus du jour au lendemain totalement vides de sens. Parmi tous les pays qui se trouvaient à proximité de la zone d'influence soviétique, seuls quelques-uns parvinrent à se dérober. Au mois de mars 1945, le gouvernement de Moscou dénonçait le traité d'amitié signé avec la Turquie. Il offrait de le renouveler contre la cession de territoire qui lui donnait en fait le contrôle du Bosphore et des Dardanelles. Mais la Turquie avait encore présent à la mémoire l'exemple des pays voisins qui étaient morts d'avoir eu trop confiance. Pour la première fois, Moscou se trouvait en présence de gens qui disaient non. La pression soviétique se fit plus forte, mais les agents du Kremlin n'étaient pas assez puissants pour recourir à la violence. En Grèce, par contre, ils mirent par les masques. Une violente poussée de communisme déchira le pays, et le Kremlin réussit à déclencher une guerre civile. Ravitaillés en armes et en matériel par les pays voisins devenus satellites de l'URSS, les hommes de Marcos n'apportèrent au peuple grec que l'amertume, la misère et la mort. Il n'y avait qu'un seul moyen pour que la Grèce et la Turquie survivent en tant que nation libre. Une aide extérieure, énergique et immédiate. En mars 1947, le président Truman demanda solennellement au Congrès des États-Unis de porter secours aux pays menacés. Je pense que la politique étrangère des États-Unis doit consister à soutenir les peuples libres qui ne veulent pas se soumettre à la volonté des minorités armées ou à des pressions étrangères. Le Congrès donna son accord. On n'envoya pas de troupes en Grèce, mais conformément au programme d'assistance militaire, un important matériel traversa les mers. Cette aide militaire était un premier pas, mais si l'aide économique n'avait pas suivi, la misère eût livré la Grèce pieds et poings liés au communisme. Pour anéantir la résistance d'un peuple, il est plus d'un moyen. En face de la famine, les tanks et les fusils ne pèsent pas lourd. Il fallait à tout prix que l'aide militaire se doublât d'une aide économique. C'est parce qu'il avait une vision claire de cette situation de fait que le général George Marshall, secrétaire d'État des États-Unis, lança en juin 1947 le projet de plan qui porte son nom. Les Nations Unies furent invitées à exposer leur conception et leur programme de redressement économique. Les États-Unis s'offrirent à aider chacune des nations proportionnellement à leur propre effort. Cette invitation n'excluait personne. Il ne faut pas oublier que M. Molotov en personne assistait à la première conférence tenue à Paris. Il devait très rapidement se retirer des débats. Entre-temps, le Kremlin avait réfléchi. La Pologne et la Tchécoslovaquie avaient naïvement fait savoir qu'elles étaient prêtes à accepter l'invitation Marshall. Mais bien vite, elles se rétractèrent. Là aussi, on avait fait le point et les satellites rentraient précipitamment dans la ligne. Cependant, le projet prenait forme. Le général Marshall avait précisé:
Notre politique n'est pas dirigée contre un pays ou une doctrine. Elle est dirigée contre la faim, la misère, le désespoir et le chaos. Mais la Russie ne l'entendait pas de cette oreille. Elle avait misé sur la détresse de l'Europe, le plan Marshall devenait son ennemi numéro 1. Dans toute l'Europe, on assista au développement d'une action concertée. En France, des émeutes et des grèves d'inspiration communiste éclatèrent un peu partout. Fin novembre, 2 millions de travailleurs français étaient en grève et le gouvernement devait siéger sous la protection des mitrailleuses. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, les agents communistes saisirent les moindres prétextes pour déclencher des grèves et des sabotages. Partout où ils étaient en majorité, les usines étaient occupées, les voies de chemin de fer coupées et des hommes mouraient. Commençant à s'apercevoir qu'en l'absence de toute réaction organisée, les hommes du Kremlin arriveraient à leur fin, les nations occidentales se mirent à parler de sécurité collective. En mars 1948, 5 nations signaient à Bruxelles un traité de collaboration économique, sociale et culturelle et d'assistance mutuelle en cas d'agression. C'était la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Sous la présidence du maréchal Montgomery, un état-major général était constitué pour étudier les problèmes relatifs à la défense de l'Europe. Dans le cadre fameux du château de Fontainebleau, bien des projets naquirent qu'on s'efforçait de confronter avec la réalité. Mais on n'allait pas jusqu'au bout du problème. Les armées des 5 pays alliés participaient à des manœuvres communes, mais elles demeuraient nationales et conservaient leurs chefs respectifs. L'Union occidentale était incomplète et les hommes du Kremlin ne s'y trompaient pas. Prises séparément, les nations occidentales ne pesaient pas lourd en face du colosse russe. Unies, elles pouvaient opposer des ressources égales ou même supérieures. L'objectif numéro 1 était donc parfaitement clair, coopérer étroitement à la défense de la paix. Le traité de Bruxelles avait été un premier pas dans cette voie, mais son objectif était limité, il ne faisait pas appel au vaste potentiel économique du Canada et des États-Unis. La création d'une alliance plus large s'avérait indispensable. Le 4 avril, le pacte atlantique était signé par la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, l'Italie, le Portugal, l'Islande, le Canada et les États-Unis. Ce pacte respectait scrupuleusement la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies. Les signataires partaient de l'idée que la véritable paix est autre chose et bien plus que l'absence de guerre, et s'engageaient à chercher les moyens de stabiliser les conditions de vie économique et politique dans la zone de l'Atlantique Nord. Pour assurer cette stabilité, ils s'engagèrent à se porter secours en cas d'agression. Attaquer un seul des pays signataires revenait à les attaquer tous. Cette alliance de 12 nations prit un nom que le monde entier connaît aujourd'hui, NATO. Pour appliquer les clauses du traité, on fit appel à un conseil de l'Atlantique Nord comprenant les ministres des Affaires étrangères des pays signataires. Avant même la première session du Conseil, la Russie clamait à tous les échos que le pacte était une violation flagrante des accords de Yalta et de Potsdam et une tentative déguisée de domination mondiale. Or, en même temps qu'il se posait en accusateur, Staline jetait son dévolu sur une nouvelle proie, la Corée. En juin 1950, avec l'approbation et l'aide soviétique, une armée communiste nord-coréenne envahissait le sud.